En tout cas, merci pour votre patience. Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est ravis de vous accueillir pour cette troisième table ronde de la saison, donc Société en chantier. Comme on vous l'a présenté au début du spectacle, c'est un cycle assez récent qu'on a lancé la saison dernière à la Filature Scène Nationale et qui a pour but de faire écho aux différentes propositions artistiques qu'on vous propose tout au long de la saison et de prolonger voilà, ce qui est proposé par les artistes dans les spectacles, les expositions, par des temps d'échange comme ce soir, où ça permet de confronter le regard des compagnies, des artistes accueillis avec des chercheurs, chercheuses qui réfléchissent sur ces questions de grands enjeux un peu contemporains de notre 21e siècle, mais également des personnes de la société civile qui vont aussi s'engager sur ces questions sur le terrain au quotidien. Voilà, c'est un peu l'idée de ces rencontres Société en chantier. Et aujourd'hui, on est là en écho au spectacle Le Père qu'on a découvert tous ensemble. Et c'était l'idée de se poser la question justement du modèle agricole que l'on a aujourd'hui, parce que c'est un enjeu qui nous semble être au carrefour de plein de questions aujourd'hui, que ce soit la question du réchauffement climatique, des enjeux environnementaux, mais aussi de la sécurité alimentaire dans un monde où on est toujours plus à vivre ensemble et qu'il faut nourrir, mais aussi des questions d'inégalité sociale, géographique. Donc c'est un sujet très large qui implique plein de questions. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de quel est notre modèle, quels sont peut-être deux nouveaux modèles qui sont en train d'émerger au niveau de la question de l'agriculture. Et pour ça, voilà, on a regroupé ce soir ici donc Olivier Martineau, qui est donc l'assistant à la mise en scène du spectacle Le Père, donc mis en scène par Julien Gosselin. Donc vous êtes aussi par ailleurs metteur en scène, comédien, acteur. Et à côté de ça, donc on a Pierre Bitoun. Vous êtes sociologue. Alors je vais reprendre mon papier pour pas me tromper, mais vous avez été longtemps donc à l'Institut national de recherche de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et vous avez notamment donc été auteur avec Yves Dupont de l'ouvrage Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et également en écho, donc Gabriel Willem, vous êtes donc à la fois musicien donc du chant artistique, mais aussi cofondateur avec Léa Palagès des Jardins Enchantants qui sont situés près de à Herlisheim sur Colmar. Et vous êtes donc dans ce projet paysan, maraîcher, vigneron. Voilà. Donc pour parler donc ensemble de cette question, je voulais déjà commencer par revenir sur le spectacle. Alors juste pour vous dire le déroulé de cette table ronde, donc dans un premier temps on va échanger avec les trois intervenants et puis bien sûr après on ouvrira la parole à la salle pour avoir vos réactions sur le spectacle, sur ce qui s'est dit et également vos questions aux différents intervenants. Donc voilà, pour commencer, pour revenir déjà sur le spectacle, donc Le Père, c'est une adaptation d'un roman écrit par Stéphanie Chailloux, c'était son premier roman, si je ne me trompe pas, qui a été édité sous le titre de L'Homme incertain. Et pour commencer, ça m'intéresserait de savoir pourquoi Julien Gosselin et votre compagnie avaient souhaité adapter ce texte, ce roman à la scène. En fait, je ne vais pas forcément parler au nom de Julien en général, mais quelques éléments. Effectivement, c'est un texte qu'il a repéré via un metteur en scène qui s'appelle Hubert Collat, qui lui a parlé de ce texte et de cette écriture. En fait, Stéphanie Chailloux, avant d'écrire ce premier roman paru en 2014 chez Alma, elle a écrit de la poésie contemporaine. Avant cela, elle venait vraiment de la philosophie. Elle a enseigné la philosophie, elle a fait des études de philosophie. Et donc ce texte est son premier roman, et je sais que Julien l'a lu via Hubert Collat, donc qui est metteur en scène et scénographe, qui dirige un festival qui s'appelle Actoral, et il a été extrêmement touché par des choses aussi simples que quand j'étais jeune, je tapais dans le ballon et j'étais heureux. C'est-à-dire des choses du texte qui sont dites de façon apparemment simple, mais qui en réalité touchent des zones d'émotion très fortes. Et puis évidemment, tout au long du récit, cette langue se déploie et on a ce récit de ce destin, de ce père. Alors effectivement, le spectacle s'appelle Le Père, qui était, je crois, si je me souviens bien, le premier
titre envisagé par l'auteur pour ce texte. Et finalement, ça a apparu sous le titre de L'homme incertain. Peut-être ça serait l'occasion, justement, comme je vois que vous avez le livre, de nous partager aussi un extrait qui vous semblait assez parlant de la pensée de Stéphanie Chailloux. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est juste en préparant à l'idée de ce débat où je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialiste d'agriculture ou de... en fait, j'aime bien toujours revenir au livre, et c'est vrai que le texte commence par une assez longue citation de Gilles Deleuze, tirée de Spinoza et le problème de l'expression, un texte qui est apparu aux éditions de Minuit en 1968, et à la toute fin du livre, il y a voilà une page qui s'appelle Autoportrait et qui commence par deux très courtes citations, une de Deleuze et une de Spinoza. Et ensuite, Stéphanie Chailloux nous écrit, nous écrit ce texte. Et je me proposais de vous le lire parce que je trouve que ça éclaire de façon assez limpide ce qui traverse le spectacle aussi. Autoportrait. Être séparé de ce que nous pouvons. Deleuze. Persévérer dans son être. Spinoza. Depuis le début, écrire s'est placé là pour moi, dans cette tension, cette bataille, ce jeu serré entre désir et empêchement, affirmation et fébrilité, plaisir et diminution, comme s'il m'avait fallu lever des montagnes, franchir je ne sais quels espaces, quels obstacles pour y parvenir, et que la force accordée à l'écriture, avec la dimension de recréation et d'invention qu'elle contient, prenait tout son sens dans cette lutte, cette traversée. J'aime, en écrivant, restituer des paroles, pensées, pleurs, plaintes, refus. J'aime les donner à entendre, les entendre moi-même, plurielles, basses, sourdes, en révolte, les entendre, puis les redire, les préciser, les augmenter, sans doute parce que je crois que nous sommes tous, chacun, toujours, au plus près du risque de nous taire, de ne pas oser, d'abandonner. Je me souviens, petite, je n'arrivais pas à accepter, je m'obstinais, je ne voulais pas être empêchée, je ne voulais pas que les autres, ceux que j'aimais, soient empêchés. Aussi, j'ai écrit que je ne l'étais pas et que non plus ne l'était pas. Corriger le réel, sa finitude, sa cruauté, le rattraper, par l'écriture, le modifier. J'aime faire ça, croire que c'est ça que j'ai fait. Donc en fait, j'avais envie de lire ce texte-là, parce qu'en fait, je pense que ici, dans ce roman, enfin dans ce spectacle, on parle d'un agriculteur, mais ça pourrait être toute autre profession. C'est-à-dire que le mécanisme qui est à l'œuvre dans le spectacle, ce mécanisme de domination, d'écrasement, voilà, il pourrait s'appliquer à d'autres catégories de métiers. Et effectivement, donc Stéphanie Chailloux part de Deleuze et Spinoza, et ce que je trouve intéressant, c'est que ce texte-là, parce qu'il est assez ouvert, il va pouvoir toucher effectivement, nous, quand on l'a joué par exemple dans le sud de la France, quand on l'a joué à Tarbes, quand on l'a joué à Arles, on avait des paysages complètement différents, mais voilà, ce texte était suffisamment, je dirais, ouvert pour toucher à chaque endroit du paysage. Enfin, j'avais vraiment cette impression, c'est-à-dire que à chaque fois, le texte était réactivé
et je le percevais différemment. Bon, il se trouve que comme je suis assistant à la mise en scène sur ce spectacle, j'ai vu le spectacle 60 fois. Et donc, du coup, à chaque fois, il y avait une résonance différente. C'est aussi vrai avec l'espace-temps dans lequel on le jouait. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé l'équipe de création juste après les événements du Bataclan, en novembre de cette année-là, 2015. Et c'est vrai que quand l'homme dit je vais prendre un fusil et tous les tuer, moi-même physiquement j'avais l'impression que des gens allaient rentrer dans la salle de spectacle et nous tuer, vous voyez. Et quand de la même façon on l'a joué au moment des Gilets jaunes, bah voilà, il y avait une critique sociale derrière qui était chargée, etc. Et effectivement, voilà, je suis toujours très, très touché de voir comment le texte résonne de façon différente selon les villes, les endroits, les territoires où on joue. Et voilà, je voulais dire comme ça en introduction que ce texte, effectivement, partait surtout de ce mécanisme de domination. Et je crois que voilà, dans ce texte, Stéphanie le dit très bien. Je pense que ça fait une belle ouverture aussi pour Pierre Bitoun, justement pour réagir en ayant vu aussi, donc voilà, tout le monde a vu le spectacle ce soir, que ça fait fortement écho, je pense, à votre ouvrage Le sacrifice des paysans, où vous revenez notamment sur tous ces mécanismes aussi de domination, comment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a développé un type de politique agricole qui a amené à ce que vous appelez ce sacrifice des paysans. Donc peut-être est-ce que vous pouvez justement nous dire comment cette figure et cette voix portée au plateau fait écho à vos recherches. Ouais. Ce qui m'a juste une réaction au spectacle, enfin à ce que j'ai entendu et à ce monologue très puissant, enfin voilà, prenant en tous les cas, c'est effectivement que on pourrait tout à fait imaginer un chômeur en fin de droit ou qui va se suicider, un ouvrier qu'on a mis en dehors de son usine pour la délocaliser et qu'on passe à la télévision, au JT de 20 heures ou sur les chaînes en continu, voilà. Ou je ne sais pas quoi, un cycliste ubérisé qui en pourrait plus et qui viendrait dire tout ça. Donc en fait, ce que ça raconte, c'est à la fois spécifique, enfin il y a des éléments qui sont spécifiques à la condition d'agriculteurs en perdition et en faillite, mais en fait ça nous raconte, à mon avis, quelque chose de bien plus large sur, alors le titre du livre le redouble en quelque sorte avec l'homme incertain, parce qu'en fait ça raconte quelque chose de notre humaine condition qui n'est plus humaine, en fait. Et qui est où nous sommes devenus à la fois, nous sommes l'homme incertain, c'est-à-dire placé constamment dans des situations d'incertitude, d'instabilité, d'insécurité, comme il le raconte, mais qui existent dans absolument toutes les professions, à tous les âges, et voilà, effectivement, dans la grande majorité des milieux sociaux, sinon une petite classe d'ultra-riches qui ne connaît pas grand-chose à cette incertitude, en tous les cas du quotidien. Voilà, donc ça, enfin, moi, c'est la grande qualité de ce spectacle. Après, c'est aussi ce qui résonne, c'est aussi l'homme. C'est pour ça que le père, finalement, je me demande si c'était le bon titre. Je me permets cette remarque. Finalement, s'il fallait pas conserver l'homme incertain, parce que l'autre sens de l'homme incertain, c'est que nous ne savons même plus définir véritablement qu'est-ce qu'est notre une humanité certaine, une humanité que nous ne savons plus comment la définir parce que nous sommes sans arrêt pris dans un processus de modernisation infinie, perpétuelle, où tous les repères sont déstabilisés. Et c'est ce qui est arrivé aux paysans
à partir surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait ça a commencé avant, sous l'accélération du productivisme en agriculture, mais dans l'ensemble de l'économie, et qui, en l'espace de 70 ans, a fait passer la population active agricole, enfin je donne 2 chiffres parce qu'ils sont très instructifs, hein, la population active agricole en France représentait 36%, un peu plus d'un tiers de la population active totale. Aujourd'hui, on en est à 2-3%. Et ce phénomène qu'on a connu en France, comme dans la plupart des pays développés, il se fait aussi à l'échelle mondiale, puisqu'il y avait 80% de la population active mondiale qui était dans l'agriculture en 1950, et aujourd'hui on n'en est plus qu'à 40%. Donc en fait, la disparition de la paysannerie et du monde paysan, des sociétés paysannes, c'est pas simplement des individus. Justement, là, dans le spectacle, il n'est plus qu'un individu finalement, et c'est ça. Il n'est plus. On a le sentiment, il se présente constamment avec ce jeu ou cette inscription dans la famille, ou avec un peu le voisinage, mais enfin qui est pour l'essentiel envieux, méchant, etc. Donc c'est un processus aussi d'isolement, d'individualisation qui s'est opéré au travers de ce que l'on appelle, avec un grand mot, la modernité. Et qui a alors après on pourrait rentrer dans le détail, dans la façon dont ça s'est opéré à partir de 1945, ou enfin dans l'immédiate après-guerre, comment toute une politique agricole, toutes des firmes d'amont et d'aval, des techniciens agricoles, avec en toile de fond le plan Marshall, enfin bref, tout un système, toute une société. Et ces institutions se sont mises ensemble pour dire: il faut faire entrer, il faut remodeler les paysans et les transformer en agriculteurs, c'est-à-dire en chefs d'entreprise de plus en plus mécanisés, de plus en plus spécialisés, de plus en plus endettés au Crédit Agricole, puis voilà. Et ce processus qui en même temps éliminait toute une partie des paysans et qui les a quasiment liquidés, puisqu'ils ne sont plus que 2 ou 3%, et 2 ou 3% d'agriculteurs pris dans la spirale du productivisme, de l'endettement, de la spécialisation, etc., qui se poursuit. Et ce processus s'est fait pendant en gros jusque dans les années 60-70, de manière à la fois brutale, parce qu'il détruisait des mondes paysans ou régionaux qui existaient, qui étaient vivants, etc., au profit d'une seule ou de campagne, et de plus en plus homogène et peuplée d'agriculteurs livrant au marché, dépendant de la concurrence, etc., dépendant de plus en plus des aides de la PAC au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, on est à peu près, je terminerai là-dessus, on est entré à partir des années 80, 90 surtout, et surtout maintenant, dans une nouvelle ère de cette modernisation, puisque à l'époque, avant on disait aux paysans, il faut que vous preniez le train du progrès, il faut que vous vous modernisiez, il faut que vous ne soyez plus des ploucs. C'était ça quand même. Il y a eu un fort travail de disqualification pendant toutes ces périodes. Et aujourd'hui, on leur dit, soyez dans la robotisation, dans la numérisation, dans les biotechnologies, dans la conduite avec... c'est le même processus de modernisation qui se développe, qui se poursuit de façon accélérée, au nom
non plus du train du progrès des années glorieuses, entre guillemets, de l'après-guerre, mais au nom de la performance que chaque agriculteur, déjà pris dans la spirale du productivisme, de la concurrence, doit poursuivre. Et le processus d'élimination, il s'auto-élimine les uns les autres au nom de la performance voulant dire maintenant robotisation, nanotechnologie, etc. Enfin, tout ce qui est les technosciences, comme on appelle. Voilà, donc c'est tout ce... Alors c'est évidemment une longue histoire, mais c'est un peu aussi une histoire qui est ce qui nous arrive d'une certaine façon à tous, au travers par exemple de la numérisation qui concerne l'ensemble des couches sociales et des métiers. Alors peut-être pour rebondir là-dessus, là récemment, il y a le Parlement européen qui a adopté la nouvelle PAC qui entrera en vigueur en 2023 et qui était soi-disant censée justement intégrer davantage les enjeux d'aujourd'hui et notamment les questions environnementales dans cette politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne. On voit que ça fait quand même beaucoup de débats et notamment des critiques parmi les écologistes en disant que c'est loin d'être suffisant. Mais en même temps, ça montre qu'il y a en tout cas ce questionnement-là qui se joue peut-être pas assez rapidement à l'échelle politique, mais en tout cas qui se joue plus localement, où on voit quand même des alternatives qui émergent, des envies de, parallèlement à justement cette dynamique majoritaire plutôt qui reste productiviste, dans l'efficacité, dans ce que vous avez dit de la numérisation, de la robotisation, une tentative aussi de se réapproprier la paysannerie, le monde paysan et d'autres modes de production. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi invité Gabriel Willem ce soir pour nous parler aussi de son projet qui justement se place quand même en contrepoint de la figure de l'agriculteur, on va dire, en chute libre qu'on a pu vivre dans le spectacle. Et donc, Gabriel, je voulais vous demander, voilà, vous, peut-être de présenter votre projet, Les Jardins Enchantants, et voilà, quelles sont peut-être les valeurs prônées, les activités développées dans ce projet qui essayent de peut-être proposer une autre voie. Alors, avant de présenter le projet, je vais aussi essayer de faire un lien avec ce que j'ai vécu au spectacle. On est en novembre, fin novembre maintenant, et je crois qu'il y a eu un espace-temps là, dans le spectacle où j'ai l'impression que ça a duré 5 secondes, comme ça aurait pu durer des heures. Et la vie d'un paysan ou d'une paysanne, c'est sans cesse comme ça avance, ça avance, ça avance. Je crois que, mis à part le moment où la musique s'est arrêtée brutalement, il y a eu un silence, c'est une scansion sur un ton répétitif. Et voilà, j'ai senti cette chose-là par rapport à mon expérience de paysan. Comme vous l'avez dit avant, il y avait beaucoup de paysans avant. J'ose à croire qu'on était peut-être et qu'on est tous paysans et paysannes au fond de soi. Voilà, j'ai pas envie forcément d'axer précisément sur le projet qu'on fait, mais vous donner peut-être le parcours que j'ai eu pour voilà, peut-être un peu situé. Et moi, je suis né donc ici. À 18 ans, je suis parti à Paris faire les cours Simon, donc un cours de théâtre. Parce que voilà, je me cherchais et j'avais besoin de me chercher à l'extérieur. J'ai eu une petite vie de comédien, de musicien, et à un moment donné de ma vie, je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, comme il peut peut-être manquer quelque chose à beaucoup de personnes dans la société, parce qu'on est tous éclatés et on a opposé, en tout cas moi dans ma génération, on a opposé le travail manuel et le travail intellectuel. On nous a poussé en disant il faut que tu fasses quelque chose d'intelligent, comme les paysans ont dit à leurs enfants ne fais surtout pas ce métier, surtout pas, ça va pas être payé, on va te traiter de bouseux, etc., etc. Et donc on envoyait leurs enfants aux études. Bref. Et donc, fils de prof de philo et de prof de français, voilà, classe moyenne, j'ai senti avec ma compagne et d'autres personnes qui nous aident régulièrement le besoin en fait de toucher la matière. C'est quelque chose de vieux comme le monde, c'est un esprit sain dans un corps sain, et on s'est déconnecté de tout ça. Donc voilà, d'une réflexion personnelle, on a créé un jardin qui s'appelle Les Jardins Enchantants, c'est une ferme
Ce n'est pas une exploitation agricole, on n'exploite rien du tout. Je pense que le sens du mot est très important, puisque la différence entre un paysan, un agriculteur ou un exploitant agricole, ou une exploitante agricole, excusez-moi, pour dire toujours le masculin, mais c'est très 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 important. Ça peut paraître un peu pinailleur, mais c'est très important parce que on a récupéré, entre guillemets, un terrain de 1 hectare qui était vraiment mort. Quand je dis mort, c'est pas un vain mot, c'était mort au niveau du visuel, c'était mort au niveau de l'analyse agronomique, c'était mort au niveau de la sensation spirituelle au milieu, c'était mort au niveau de ce qu'on voyait. Il n'y avait pas d'insectes, pas d'animaux, rien. Et petit à petit, à force j'allais dire de courage et de passion, et peut-être de beaucoup d'inconscience, on s'est jeté à corps perdu là-dedans. Et on a essayé, on essaye et on essayera toujours sur ce petit hectare, parce que c'est 1 hectare, finalement c'est rien, mais en même temps c'est sur les petites choses qu'on fait les plus grandes révolutions, d'en refaire un lieu vivant. On travaille avec le vivant. Voilà, vous l'avez dit et c'est très très juste. Je ne sais pas si en tant que consommateur vous avez conscience de ça. Donc je ne sais pas si déjà quand vous avez utilisé le mot PAC, si vous savez ce que c'est la PAC, mais je ne sais pas si vous avez conscience que les robots sont déjà partout dans l'agriculture. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que les grandes cultures, c'était des gros tracteurs qui maltraitent le sol, etc., etc. Pareil, on pourra en parler pendant des heures. Mais maintenant, c'est des tracteurs avec GPS où on rentre une parcelle, on lui dit tu fais ça, et il y a quelqu'un dedans quand même au cas où, mais il regarde la télé. Dans les vignes, nous dans le maraîchage, on nous propose sans arrêt des robots, des herbeurs. Alors, que ça soit clair, on n'est pas du tout contre le progrès, et le progrès est important. On le voit, nous chaque année on met 20 tonnes de fumier à la brouette. Cette année, il y a un copain qui est venu avec un petit tracteur, on l'a tiré avec une remorque derrière, avec un croc. C'est un progrès, et ce progrès est important. Mais jusqu'où on va s'arrêter? C'est toujours cette histoire de la croissance. La croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Jusqu'où ça va aller, quoi. Donc, pour revenir, on propose des robots désherbeurs. Mais un robot désherbeur, on pourrait dire c'est bien, ça aide, on peut faire autre chose à côté. Sauf que pour que le robot désherbeur marche, il marche par colorimétrie, ça veut dire qu'on va mettre, je ne sais pas s'il y en a qui ont des notions de Photoshop ou de choses comme ça, on va mettre le code couleur, dièse 2348, et tout ce qui ne sera pas dans ce code couleur sera viré par le robot désherbeur. Ce qui veut dire que la nourriture est forcément, elle aussi, robotisée. Parce que si vous voulez que ça marche bien, il faut que ça soit les mêmes légumes bien alignés, de la même couleur, de la même forme, de la même taille. Donc ça, on pourrait aussi parler de ça, de ce qui est devenu la nourriture, parce que le monde paysan est en lien avec la nourriture. C'est ça qui est beau. C'est entre les émotions que j'ai vécues dans le spectacle, le nom de votre dernier ouvrage et ce que vous avez dit, c'est quelque chose de criminel de laisser continuer, de se laisser continuer ce qui se passe devant nos yeux. Clairement. Donc voilà, nous, on essaye de le faire à notre manière, comme ça. Voilà, il y aura plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. De toute façon, on pourra revenir sur sur certains sujets. Peut-être Pierre Bitoun, je ne sais pas si vous voulez réagir aussi sur peut-être aussi cette agriculture à 2 vitesses avec 2 modèles parallèles et se questionner un peu sur. Nous, on avait intitulé la table ronde l'agriculture en transition. Oui, est-ce qu'elle arrive vraiment à être en transition ou pas? Ça serait un peu la question. Quelles seraient les transitions voilà. Je rajoute juste une chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est et le prix du robot. Parce que qui dit robotisation, c'est-à-dire poursuite en fait, bref, de l'introduction de la machine dans le travail agricole, dit aussi des nouvelles formes d'endettement. C'est-à-dire que c'est le même processus. Il s'agit de détruire chez les individus agriculteurs, enfin ces paysans qu'on a transformés en agriculteurs, qu'on a endettés, il s'agit qu'ils soient constamment dépendants. Voilà. Et qu'ils soient une figure d'ailleurs très importante de la dépendance, une figure exemplaire de la dépendance pour tous. Parce que nous vivons nous-mêmes tous
salariés, pas salariés, etc. Nous vivons dans la dépendance de l'État, du capitalisme, de la technique qui nous échappe, de la science dont on ne sait plus quel est son sens, où on est obligé de dire le progrès. Je ne suis pas contre le progrès. La question est peut-être, à mon avis, pas là. C'est pas... il ne s'agit pas de ce qui est important, c'est aujourd'hui de s'apercevoir qu'on a passé d'un progrès à des démesures du progrès qui nous dominent, qui nous empêchent en réalité de vivre un peu plus sainement, un peu plus de manière autonome, un peu plus solidaire entre nous et un peu moins individualiste, etc. etc. Donc, voilà, je ne sais plus quelle était la question que tu voulais reposer, mais c'était juste pour bien rebondir de réagir, sur, tout à fait. Voilà. C'était pour continuer dans cette idée-là, de se dire sur qu'il y a les peut-être deux modèles oui. et comment, quelle place à ce type de projet face à des dynamiques beaucoup plus vastes, et comment on peut trouver, est-ce qu'on peut espérer une vraie transition dans l'agriculteur aussi Oui, alors... bon, moi, le terme de transition ne me va pas du tout. Je pense qu'on le met à toutes les sauces. C'est une tarte à la crème. C'est une façon, en fait, transition, c'est une façon finalement de masquer les conflits d'intérêts, voire de classe, qu'il y a au sein de la société. C'est une façon de ne pas dire ce que nous sommes quand même un certain nombre à penser, c'est que la question n'est pas simplement celle de la transition, mais celle de la révolution, qui est si on veut réellement transformer ou revenir à un rapport plus humain, que ce soit en agriculture ou ailleurs, il y aura forcément une question de la révolution complète, de transformation de fond en comble de nos institutions. Voilà, alors maintenant, pour revenir à la question des alternatives existantes, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de cohabitation ou coexistence de plus en plus complexe de différents types d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a en gros des agriculteurs productivistes qui sont pris dans la spirale, qui sont pris, qui créent maintenant ce qu'on appelle les fermes-usines. Ça, c'est la fraction, disons, la plus folle, la plus délirante des agriculteurs productivistes, qui sont souvent adossés à des groupes financiers et le font aussi bien en France que dans des tas d'autres pays, encore plus dans d'autres pays, y compris dans ceux du Sud. Après, il y a une frange d'agriculteurs productivistes qui est en fait la majorité des 2 ou 3% d'agriculteurs et de paysans qui sont pris, eux, toujours dans cette spirale, maintenant au nom de la performance, robotisation, etc., et qui, comme je disais tout à l'heure, s'auto-dévorent, s'auto-éliminent de toute façon. Et puis après, il y a une frange que tu représentes de personnes qui ont repris le nom de paysans. Et ça a commencé à partir des années 70-80, lorsque on s'est aperçu, enfin il y a eu des résistances qui se sont opérées à l'intérieur de la population paysanne et agricole sur les conséquences du productivisme qui avait été mené de façon accélérée à partir de l'après-guerre. Et sont arrivés des paysans qui ont dit stop. Nous, on se considère comme des paysans travailleurs, on veut un autre modèle d'agriculture. Alors, ils ont appelé ça l'agriculture paysanne, qui a été beaucoup portée par la Confédération paysanne, c'est-à-dire la gauche paysanne, et qui se sont, c'était différents syndicats, mais ils se sont fédérés, ils ont créé en 87 la Confédération paysanne, et depuis, ce modèle d'agriculture paysanne a essaimé un peu partout, et il y a des jeunes générations qui ont repris cette idée. Alors on peut l'appeler agroécologie, agroforesterie, agribio, etc. Mais enfin, en gros, c'est le modèle. Je limite au maximum les intrants chimiques, voire je n'en utilise pas du tout. Je ne m'endette pas
ou le moins possible, de façon à rester le plus autonome possible. Je fonctionne au maximum en circuit court, avec des consommateurs qui sont conscients des enjeux de maintien d'une population paysanne et rurale, qui sont prêts à jouer le jeu des circuits courts, qui veulent enfin, tout ce que vous connaissez, des biens alimentaires de qualité, etc., etc. Mais le seul problème, c'est que cette fraction, disons, alternative, porteuse du modèle de l'agriculture paysanne qui serait possible de généraliser, hein, mais elle n'est pas, elle existe, mais d'abord elle est très limitée par rapport aux autres et qui est pris dans le productivisme. Et puis, elle n'est pas suffisamment soutenue financièrement. Elle est très souvent soumise à des normes bureaucratiques, sanitaires, environnementales qui empêchent un certain nombre de travailler. Moi, je connais des maraîchers qui ont arrêté à cause de ces proliférations de normes. Et puis, il y a un problème de raréfaction des terres agricoles et le prix du foncier. Bref, pour généraliser, enfin, on est donc, pour simplifier, on est dans une sorte de cohabitation où on se demande, mais qui va dévorer les autres au bout du compte? Quel est le modèle qui peut triompher, ou alors on va continuer dans cette fausse ce baratin sur tout est possible, on peut avoir l'agriculture duale, c'est-à-dire une agriculture de niche, du terroir, de paysans, voilà. Et puis l'agriculture qui continue d'être sur les marchés, exportatrice, de plus en plus folle et produisant des biens de mauvaise qualité. Et le gros problème, c'est que toutes nos institutions, pour l'essentiel, concourent à favoriser, évidemment, la poursuite sans fin de la modernisation de l'agriculture et ne font pas ne décident pas un véritable changement de cap avec tout ce que ça signifie dans les institutions et dans les politiques financières ou réglementaires, etc., de soutien en faveur de l'agriculture paysanne. Ils le font, mais de manière tout à fait homéopathique et en quelque sorte comme alibi pour que, voilà, il y ait une petite partie qui devienne un segment en quelque sorte du marché pour des catégories qui peuvent se payer les produits agricoles paysans. Et puis, pour le reste, on continue à favoriser les grandes exploitations, que ce soit par la PAC. Et puis, il y a maintenant des intérêts extrêmement puissants, je veux dire, qui sont ceux des industries ou maintenant des industries de biotechnologie ou de tracteurs pilotés par GPS et par voilà, qui sont là et que nos gouvernants soutiennent. Voilà. Je lisais un article du Monde récemment, je ne sais pas si vous l'avez, une sorte de compte-rendu de la nouvelle PAC, et je lisais que 80% des aides allaient à seulement 20% des agriculteurs. Donc je n'y connais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un problème. En fait, vraiment faire simple, donc, parce que ceux qui connaissent la PAC vont me dire que c'est pas totalement juste ce que je vais dire, mais faisons simple. La PAC, c'est une subvention de l'Europe, et plus vous avez de terrain, plus vous avez de subventions. Un modèle comme le nôtre qui travaille sur un hectare, qui va défendre quelque chose de vertueux, de circuit court, de côté social, humain, parce qu'on fait aussi des spectacles, c'est la polyculture dans le sens large du terme, ne va pas du tout être aidé financièrement, et tout pousse effectivement à avoir le plus de terres possible. C'est ce qui s'est passé, où avant on était plein de petits paysans, et maintenant il y en a 2-3 par village qui ont beaucoup de terre. Je voulais juste rebondir aussi en parlant vraiment de redevenir paysan, c'est retravailler avec la vie et c'est aller justement contre ce dont on parle depuis avant en filigrane, la robotisation, la numérisation, la normalisation.
Et nous, on pense vraiment que le mot polyculture, c'est là où il y a la racine du problème, c'est vraiment la monoculture. À partir du moment où on a monoculturé le paysage, on a monoculturé les esprits, c'est parce qu'on peut parler aussi d'éducation là-dedans, hein. On a monoculturé la mode, les habits, tout ça, c'est un problème. Chaque ferme paysanne ne se ressemble pas, normalement. Donc on peut pas rentrer dans un modèle. Voilà. Et la touche, et là, moi, ça me touche de discuter avec vous ce soir et de mettre en relation avec un spectacle, c'est qu'on pense vraiment fortement que dans polyculture, il y a culture. Dans agriculture, il y a culture. Et de la même manière qu'il y a de la malbouffe pour le corps, il y a de la malbouffe pour la tête. Et à l'inverse aussi, il y a de la nourriture saine pour la tête et il y a de la nourriture saine pour le corps. Donc peut-être que de ce constat du fait qu'on est éclaté, déjà de toute façon, effectivement, on est dans une société communautariste de plus en plus, mais même dans l'agriculture, on est dans le communautarisme. J'aimerais rajouter sur le fait que ces 2-3% qui sont productivistes, bien souvent, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas productivistes de gaieté de cœur. La plupart du temps, moi je leur demande, je parle avec eux, et ils me disent « Gabriel, votre modèle, on l'approuve à 100%, dans notre jardin on met 0 engrais, 0 pesticides, mais ils sont pris à la gorge. » Voilà, c'est important aussi de ne pas opposer, parce qu'on entend ces derniers temps beaucoup de agribashing, de choses comme ça, où on est tous divisés, et les liens, les ponts sont importants à faire. Et voilà, la polyculture dans le sens large du terme, c'est important, et voilà, venez jouer le spectacle à la ferme. Et moi, je suis vraiment touché parce que il se trouve que dans mon activité citoyenne, par ailleurs, j'habite une toute petite ville collée au périphérique à côté de Paris, et je fais partie d'une association liée au mouvement des villes et territoires en transition dans le sillage de Rob Hopkins. Et c'est vrai que bon, j'ai découvert, en tout cas, j'ai été sensibilisé à ces questions-là. Donc c'est un peu à hasard si je me retrouve avec vous là ce soir. Et je trouve votre projet formidable parce qu'en réalité, il met l'imagination, et c'est là où on va se rejoindre avec la culture, mais il met l'imagination au cœur du jeu, parce que d'un seul coup, vous n'êtes pas dans un modèle préétabli, vous êtes dans l'invention, et voilà, j'imagine que l'énergie et la beauté que vous tirez de ce modèle, enfin de ce modèle-ci, vous tirez d'autres bénéfices qu'une agriculture intensive, et voilà, puisqu'il y a d'autres activités qui sont en lien, j'imagine, avec la ferme, etc., enfin, avec le rapport aux gens, enfin, bon, et je trouve ça formidable, cette façon de voir. Merci beaucoup. Souvent, bon, je suis désolé de dire je, parce que je suis là, mais encore une fois, voilà, c'est pas que moi. Souvent, on dit, mais t'es musicien, t'étais comédien avant, mais c'est quoi le rapport avec faire pousser des légumes et tout? Je vous garantis, je vous promets que j'ai la même sensation quand je suis sur scène que quand je suis en train de désherber. Le mot créativité est très très important, vraiment très important. Et on peut mettre de la créativité, du jeu, de l'imaginaire, de l'imagination au centre de toute activité. Et c'est peut-être là où c'est sûr qu'on en a parlé un peu avant, le constat il est catastrophique, hein. Si on regarde les chiffres et si on essaye un peu de voir l'avenir, il y a une partie du cerveau qui dit c'est clairement foutu, quoi. Et de l'autre côté, moi je vous enjoins, qui que vous soyez, où vous soyez, mais vous le faites déjà sûrement si vous tapez une discussion de 4 personnes que vous ne connaissez pas pendant 1h30 après notre spectacle. J'imagine que vous êtes déjà intéressé par le sujet, mais ouais, il y a un grand message d'espoir quand même, et surtout de dire qu'on n'est pas obligé d'être fils ou fille d'agriculteur ou d'agricultrice pour se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit. Une aventure, son aventure, et l'aventure un paysan, dans le mot paysan, il y a pays, hein. Paysanne, c'est quelqu'un qui œuvre dans son pays et qui aide ce pays à bouger comme un être vivant, quoi. Et puis, ce que vous dites aussi, enfin,
on le voit à la rencontre des gens sur les territoires très différents, mais on va voir un vigneron qui a une nouvelle façon de faire du vin. On va être en Bretagne et voir des gens qui se mobilisent contre les algues vertes et qui font des choses formidables. Il y a une bande dessinée qui est apparue il y a 2-3 ans qui s'appelle Algues vertes, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire ça. Ce que je veux dire, c'est que partout sur le territoire en France, il y a des inventions, il y a des zones de créativité, voilà, dans la paysannerie, chez les vignerons. Enfin, et moi, je trouve que voilà, il y a quand même un terreau là où les choses peuvent peut-être petit à petit s'enclencher vers quelque chose, voilà, de plus pérenne aussi pour tous ces modèles qui, sur le papier, peut-être sont, aux yeux des banques, sont pas forcément les projets les plus viables, mais qui en réalité fédèrent. Vous fédérez, enfin, c'est... Mais justement, enfin, moi, je vais juste être une petite dose de pessimisme là-dessus. C'est-à-dire, je trouve ça très bien et je soutiens à fond, y compris, enfin, dans des associations et dans ma vie quotidienne ou dans mes choix comme consommateur, comme on dit, toutes ces initiatives qui se fédèrent autour de l'idée d'agriculture paysanne et non pas de l'agriculture industrielle. Simplement, pour que ça puisse ne pas être que des îlots alternatifs dans un océan de productivisme qui se déploie, qui continue de se déployer, qui produit enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a de plus en plus dans le monde de fermes-usines, qu'elles soient dans l'élevage, dans le maraîchage, en céréaliculture, etc. C'est le gigantisme et le délire industriel continue de prospérer. Et il y a besoin, pour favoriser toutes ces initiatives et ne pas en faire que des îlots alternatifs, il faut changer le cadre, c'est-à-dire changer les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc, de fait, ça veut dire aussi changer nos politiques, ceux qui nous gouvernent, parce que ce sont eux qui mettent qui continuent de favoriser ces agricultures ou cette PAC dont on a dit il va y avoir une réforme, la nouvelle PAC, etc. Alors quoi est-ce qu'on n'avait pas entendu? Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit mais oui, tu vas voir, cette fois-ci, il va y avoir des changements. Je leur ai dit moi, ça fait 40 ans qu'on me bassine avec les changements de la PAC et de la prochaine PAC. Et là, à nouveau, on est dans un système où, à part quelques minuscules changements, mais alors vraiment homéopathiques, on reste dans le même système, c'est-à-dire les primes à l'hectare, plus on est grand, plus on touche, etc., etc. Quelques petits éléments pour satisfaire la dite transition écologique, mais il n'y a rien qui s'apparente à un véritable changement de cap. Donc, je pense qu'il faut être aussi très... c'est très bien de soutenir toutes ces initiatives, mais il faut garder sa lucidité politique et se dire... Attention, ça ne pourra pas réellement se généraliser ce modèle d'agriculture et d'alimentation, etc., si on ne transforme pas totalement nos institutions. Et je vais juste terminer sur un chiffre que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Terre de Liens, qui aide des paysans à s'installer sur le modèle de l'agriculture paysanne. Terre de Liens, en 20 ans, je crois, d'existence, a réussi à installer à peu près 250 paysans, enfin, à créer, aider à l'installation de 250 fermes, sur un modèle. Eh bien, en une semaine, ils disparaissent entre 200 et 250 fermes dans notre pays. Voilà. Donc c'est là où se pose le problème.
Parce que toutes ces initiatives, toutes ces auto-organisations associatives du type Terre de Liens, elles ne sont, hélas, elles sont pas à la hauteur de la destruction que entretient le système avec ses institutions de référence, ses puissants, etc., etc. Donc, voilà. Mais moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous, effectivement, la solution est politique. Après, bon, je ne m'exprimerai pas personnellement sur ce sujet ici, enfin, je ne serai pas dans mon rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une propension des gens à se plaindre. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut que les citoyens se sentent tous concernés et se disent, mais moi aussi, je suis acteur de cette vie, de ce territoire. Et là où j'aime beaucoup le travail justement des transitionneurs, c'est que à l'échelle locale, ils partent du local en fait pour faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le yaka faucon, etc. Ils partent vraiment de là où ils vivent. Et puis, ils se disent, et si, point de suspension, d'ailleurs, c'est le titre d'un des derniers livres de Rob Hopkins, et si, etc., etc. C'est-à-dire comment réenchanter, mais en réalité, c'est extrêmement politique comme projet. C'est-à-dire que là où vous vivez, vous pouvez faire des choses, vous pouvez être acteur. Parce que je trouve qu'il y a une passivité dans ce pays. Enfin, je veux dire, les gens, c'est facile de se plaindre, de dire que ça marche pas, donc c'est la faute des étrangers, ou donc on va voter machin. Enfin, tout ça, c'est le cauchemar, vous voyez. Moi, je pense au contraire que chacun doit être responsable, s'engager à son échelle, Et je pense que c'est comme ça que petit à petit les choses peuvent bouger et qu'on peut réinvestir le champ politique et agir. Parce que si effectivement la politique n'est réservée qu'à ceux qui la font de façon professionnelle, enfin voilà, il faut vraiment se dire que les choses, elles peuvent bouger que si les citoyens s'en emparent. Enfin, en tout cas, moi, je suis profondément convaincu par ça. C'est le moment d'ouvrir aussi les questions à la salle. Si déjà on parle d'engagement, alors il y aurait a priori, je crois, un micro qui va passer. Je crois qu'il y a déjà monsieur qui a levé la main pour peut-être une question, une réaction. Et puis, on prendra au fur et à mesure. Voilà. Je voudrais rejoindre un peu l'opinion de monsieur le réalisateur, qui a oublié de parler, disons, des groupes de pression. Il y a effectivement des gens qui se sont constitués en association institutionnalisée, c'est les lobbying. Chaque député a un consultant en la matière, et les politiques publiques sont conditionnées par ces groupes de pression. Vous avez parlé tout à l'heure également d'un extrait du Monde. Le Monde d'aujourd'hui porte une appréciation très nuancée sur ce qu'on appelle encore la politique agricole commune, qui n'aura bientôt plus de commun que le nom. C'est un peu le rêve d'une Europe fédérée. Elle peut être fédérée sans être forcément unie. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que ce genre de choses, effectivement. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je vais reprendre la parole dans un deuxième temps, si ça vous revient, ne vous inquiétez pas. Les groupes de pression. Oui, alors, quant au projet d'agriculture, effectivement, que monsieur porte, moi je le qualifierais effectivement de multiculturel, mais je pense que ce genre d'agriculture, c'est une agriculture très locale, effectivement, et qui est encouragée par ce que les technocrates appellent les bobos. Ma foi, les bobos représentent une masse très peu importante en ce qui concerne, disons, les soutiens à l'agriculture. Voilà, ça me revient maintenant. Et la politique agricole commune a créé un cadre juridique avec des règles de plus en plus floues, ce qui permet à chaque nation, effectivement, de faire ses propres règles. Cela évite effectivement de dire on va donner tant à l'agriculture de tel type ou de tel autre, et chaque État fixera ses propres règles
Alors, l'unité, effectivement, de la politique agricole commune, pour moi, ce n'est qu'un leurre. Hein. Et il n'y a que les politiques publiques qui réussiront effectivement. Et notre engagement en ce qui concerne les conditions climatiques, les conclusions du GIEC, etc., hein, elles ne sont pas prises en compte. Il suffit de voir également le problème, comment a été traité le problème du glyphosate, et on comprendra effectivement quelle est la politique de la France en la matière. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des réactions ? Ça fait beaucoup de choses, et moi je réagis forcément sur le terme bobo qui... Je vais reprendre un peu ce que vous avez dit avant, c'est que les constats, ils sont assez faciles à mettre. On peut toujours dire, effectivement, ça ne sert à rien, c'est implacable, si on regarde la courbe, il n'y aura plus de paysans. On peut dire, les petites propositions comme nous ne sont soutenues que par les bobos, c'est un fait, c'est vrai. Mais nous, on se rend compte, donc on est à Colmar. Si par bobo on entend classe moyenne, blanche, je sais pas, de citadine on va dire, mais on s'est rendu compte par plusieurs exemples que quand on faisait un effort d'expliquer ce qu'on faisait, bon, c'est 80% de notre travail, c'est de la pédagogie pour expliquer, hein, et pour aller vers un public qui est pas bobo ou moins bobo, il y avait une écoute et il y avait aussi une possibilité à leur manière d'encourager des fermes comme la nôtre. Bien entendu, on a des prix supérieurs à Lidl et à Aldi. Tout le monde ne peut pas se nourrir entièrement chez nous, mais c'est un leurre aussi de croire que d'acheter sa nourriture pas chère ou moins chère ne cause pas de dégâts. On va comparer, ok, une tomate à 5 €, une tomate à 1 €. La tomate à 1 €, on ne met jamais dessus le dégât à long terme dans la société qu'elle fait, le dégât au niveau social, économique, humain, et tout ça. Donc, ce qui est difficile dans ce genre de débat, c'est qu'on arrivera toujours à la même chose, ça sera toujours l'opposition. Voilà, il y a des gens qui font quelque chose, oui, ils font quelque chose, mais ça ne sert à rien, il faut faire ci. Nous, on se pose tous les jours ces questions-là en se disant, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et finalement, on se rend compte qu'en fait, il faut faire, produire, proposer. Des fois, on joue dans une salle devant 3 personnes, et ben on monte quand même sur scène et on y croit et on y va. Des fois, on fait un marché en vendant 40 € de légumes, c'est pas grave, on refait le marché d'après parce qu'on est passionné, parce qu'on croit en la vie et que oui, ça me plaît. C'est toujours difficile d'avoir un message d'espoir sans être totalement utopique, mais l'utopie est nécessaire à la vie, donc il faut l'être. Bien ancré, vous n'êtes pas utopique. L'utopie, c'est un sans-lieu. Vous avez un lieu et une identité. Enfin, moi, je suis surtout pour la prise de conscience individuelle, mais dans tout, dans la cohérence de la vie, dans les 24 heures que contient une journée, parfois un peu plus avec de la poésie, où le temps s'étire, mais une cohérence de vie. Je veux dire, dans l'eau, dans l'électricité, dans le quotidien, comme ça. Et c'est vraiment dans cette cohérence, je crois, que individuellement, après, on peut faire avec la société et le politique, quoi. Et le juste milieu est très dur, je trouve, quand même. Mais aussi, hein, la plainte, il faut la mettre derrière, parce que il y a la vie, quoi. Et oui, non, je suis vraiment dans la prise de position individuelle et dans la cohérence, c'est-à-dire dans les transports, dans notre petite vie au quotidien. Un bonjour, un sourire, on y va à pied, enfin, des petites choses comme ça. Un petit brin de poésie, enfin, oui, chacun. Voilà. Oui, je ne suis pas contre ce que vous dites, bien sûr. Pas du tout le politique et la société. Oui, oui. Moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui et depuis un certain moment, je réponds juste là-dessus, c'est que on serait dans une période historique où nous n'avons plus prise véritablement sur notre destin collectif. Et donc, nous nous rabattons sur, à juste titre,
parce que c'est aussi porteur d'une autre société, d'autres comportements, peut-être d'autres institutions plus locales, etc. Mais ce sur quoi j'insistais, c'est que je pense que ça ne peut pas suffire. Voilà, c'est très bien de le faire, c'est très bien de multiplier les initiatives, les associations, etc., de montrer qu'on peut propager d'autres modèles de vie et de cohérence, comme vous dites, mais que fait-on avec ceux qui propagent exactement le contraire, c'est-à-dire la concurrence de tous avec tous, la destruction des milieux naturels, etc. Et je ne vais pas faire la liste parce que ça ne sert à rien, vous la connaissez. Mais que fait-on avec ceux qui vont plus vite et plus fort que ceux qui ont décidé d'être en cohérence sur le plan individuel? Parce que je ne comprends pas pourquoi ces choses sont maintenant séparées et qu'il faudrait qu'on se rabatte simplement sur... voilà. Non, mais j'ai pas dit que vous disiez ça, mais il y a quand même ce que je veux dire, c'est que c'est depuis quelque temps une tonalité qui est, finalement, on peut pas faire la transformation ou la révolution, etc. Donc, on va changer la société petit à petit par des tas d'actes individuels qui vont faire tâche, ou collectifs, mais de petite taille, qui vont faire tache d'huile, etc. Ok, ça peut. C'est très utile de le faire, mais encore une fois, il faut regarder en face ceux qui sont en train de détruire nos conditions de vie, de créer l'homme incertain partout dans le monde entier pour des profits à n'en plus finir, qui envoient des fusées aujourd'hui pour... alors qu'on n'a absolument pas besoin, vous voyez de qui je parle, les Musk et compagnie, et voilà, pour des sommes astronomiques qui pourraient être utilisées tout à fait différemment et qui se propulsent déjà dans la transhumanité, dans la transformation des humains, et j'en passe, grâce à la numérisation. Et ce productivisme, parce que c'est ça, c'est une figure actuelle du productivisme, nous emporte, et pendant que nous sommes là, toi tu crées sur une belle alternative sur un hectare, eux, ils sont en train d'acheter dans le monde entier du foncier à tout va pour créer de l'agriculture industrielle. Voilà. Et ensuite, qui est revendu par telle ou telle de grandes surfaces qui nous fait voilà, et qui se fait un profit colossal. Voilà, qui s'appelle Leclerc ou Auchan ou ce que vous voulez. Bon, voilà. Donc c'est quand même de ces gens-là aussi qu'il faut s'occuper. Pour répondre à que fait-on, faisons déjà ça. Ça ne suffit pas, effectivement, mais c'est quoi l'autre solution? Non, mais bien, je dis pas, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous dites, il tape plus vite, plus fort. Donc c'est quoi? On va taper encore plus vite et plus fort qu'eux. Et puis, il faut s'occuper de... Votre mise en scène avec Julien, cette mise en scène, elle est d'une violence. Enfin, ce qui est montré, il y a ce texte magnifique qui est donné, etc. Mais ce qui est montré est absolument de la déshumanisation absolue, quand on voit effectivement cette terre qui n'a plus de vie et on a l'impression qu'on est quelque part en Seine-et-Marne. Moi, j'ai vraiment vu, malgré le côté abstrait de certaines choses, j'ai vraiment vu cette perte de vie, cette déshumanisation. Et c'est vrai que toute la question là qu'on vient de débattre, c'est mais est-ce qu'on peut encore, pendant combien de temps, et je vais dans votre sens, se passer d'une forme de violence en retour aussi? Et c'est ça la vraie question, parce qu'effectivement, nous avons été élevés après la Deuxième Guerre mondiale, après le XXe siècle, absolument terrifiant en termes d'horreur et tout ça, dans un rejet, et à juste titre sans doute, de toute forme de violence. Mais de l'autre côté, eux,
et parfois sous couvert et avec le dévoiement du langage aussi, hein, en utilisant des mots qui semblent lénifiants, peut-être comme transition, on est face à une violence inouïe. Hein. Donc d'un côté, moi je partage complètement, en plus je connais votre travail au Jardin en chantant très fort, c'est-à-dire je pense qu'en fait, il y a une chose qui n'a peut-être pas été dite. Quoi qu'il arrive, les gens qui vont se mettre dans des projets, dans des associations, qui vont commencer à faire bouger les choses pour leur vie et la collectivité qui se crée autour d'eux, c'est vivant et l'aventure est belle, quel que soit le résultat final. Ça, c'est sûr. Et sur ce plan-là, effectivement, faire, agir, créer, de toutes les manières possibles et imaginables, est une solution pour qu'on se sente à peu près quand même vivant. Mais de l'autre côté, que faire de toutes ces choses comme ça qui essaiment partout, parce qu'il y en a partout, pour qu'à un moment donné quand même, il y ait quelque chose de l'ordre d'une force politique qui se mette en place. Et là, malheureusement, comme vous, peut-être que c'est générationnel, je ne vois pas comment, à un moment donné ou à un autre, on pourra éviter une certaine forme de violence à l'égard de ceux qui ne veulent pas entrer dans cette réflexion et dans cet assentiment à un bien-être plus grand pour un groupe plus large que le leur. Et bon, je pense qu'il faut travailler ces dialectiques d'une certaine façon, c'est des tensions, c'est du jeu, mais qu'il faut travailler sur les deux terrains. Qu'on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre si on veut que ça se déplace. Il faut faire les deux à la fois. Et on peut penser peut-être qu'un système, à force d'être noyauté par-dessous, et ça pose aussi, par exemple, la question de l'abstention. Tous ces gens qui s'abstiennent, ils sont peut-être en train de creuser d'autres choses. Et peut-être qu'il y a plus, à un moment donné, il n'y aura peut-être plus qu'une superstructure dont le fond sera... Et les gens seront partis ailleurs et auront inventé autre chose. Et la minorité sera-t-elle, sauf qu'elle est en possession d'un pouvoir coercitif d'une très très grande puissance, comme on l'a vu par exemple, même dans un État démocratique comme le nôtre, avec les Gilets jaunes, etc. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, d'un côté, il y a nos destins individuels, faisons plein de choses, mais de l'autre côté, il faut quand même s'unir. Et collectif, c'est pas un gros mot, peut-être que même communiste n'est pas un gros mot, selon le sens qu'on peut lui donner. Si on écoute Badiou, c'est moins un gros mot que si on pense effectivement au stalinisme. Donc, il y a peut-être des moments aussi où il faut accepter d'être ensemble. C'est ce que permet aussi finalement le fait qu'on soit là, à parler, les spectacles, qu'on fasse monde à la Hannah Arendt alors aussi. Qu'est-ce que c'est faire monde, hein? C'est un monde, c'est un endroit où les gens discutent, se parlent, font des choses ensemble. Mais ça, vous y êtes dans les jardins en chantant, la filature, les compagnies y sont sur ce terrain. On est minoritaire, il faut continuer ce travail d'éducation aussi que vous faites. Il faut discuter avec les gens, aller vers eux, parler. Enfin, pardon d'avoir pris la parole longtemps. Et je dis juste deux mots, c'est avant que monsieur parle, ok, la violence, d'accord, mais il y a aussi se faire violence. Et c'est là où l'initiative personnelle, elle est importante aussi. Se faire violence, moi je vous garantis que le matin, quand je dois aller mettre mes genoux dans la terre, je pense que cette violence-là, cette énergie, cette rage, cette injustice qu'on ressent, elle existe aussi et elle est mise quelque part. Et je pense, voilà, c'est peut-être un moment de ma vie, c'est peut-être générationnel, voilà, mais c'est peut-être plus fertile comme ça que essayer de faire table rase pour... C'est pas ça. Il y a des gens derrière, parce que c'est ça aussi. Pardon. Je remercie un peu Madame d'avoir amené le débat sur un petit peu plus de solidarité. Je suis paysan de toute ma vie. J'ai été chef d'exploitation en 1964. Vous voyez, ça fait un bout de temps. Donc, j'ai passé en émotion et en réalité tout ce qu'on a vécu ce soir. Et d'abord un mot sur cette pièce de théâtre. C'était formidable. Moi, j'avais peur de ne pas réussir à tenir jusqu'au bout, de m'évanouir, tellement les émotions sont montées et des passages de ma vie, parce que j'étais longtemps un faux perdant, ensuite j'étais un faux gagnant, pour finir près de ma retraite, enfin, il y a longtemps, il y a 20 ans, un gagnant.
Donc je suis un paysan gagnant, oui, voilà. Je le regrette un peu de toute cette larmoyance que j'entends tout le temps de scientifiques qui pleurnichent, qui ne voient pas d'issue, qui ne proposent pas. Je suis venu ici pour entendre la transition. Oui, j'entends la transition et je tiens à ce mot. Parce que je suis en route de la transition depuis longtemps. J'avais 1 millier de cochons que j'ai arrêté, j'avais 300 bovins que j'ai arrêtés, je me suis transformé. Et nous sommes toujours encore en transformation. J'ai transmis 2 exploitations qui sont en transition et qui demandent des scientifiques, d'aide scientifique, d'aide d'idéologie, de passion pour passer nos surfaces, qui sont aussi des hectares, en bio. Nous avons transformé nos modes de culture. Nous n'utilisons plus de charrues, nous comptons les vers de terre, nous avons diminué nos intrants, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Et il nous faut du courage, et il nous faut de la passion, et il nous faut des scientifiques, pas qui pleurent, mais qui disent, voilà, c'est cette direction que tu peux aller, que tu peux éventuellement bouger les choses. Parce que c'est important. Il y a, mes exploitations se transmettent, j'ai 4 familles qui vivent là-dessus. Hein, donc, ces 4 familles, ils ont besoin de revenus. Donc, on ne peut pas jouer à l'équilibriste et prendre des décisions à la légère, mais il faut prendre des décisions. Et ce qui est de notre grand acte de conscience, c'est pouvoir produire des aliments de bonne qualité, des aliments où nous pouvons être fiers de les mettre sur le marché. Mais ce n'est pas évident. Le glyphosate, on l'a éliminé, mais on n'a pas encore fini. Et on doit bouger doucement, mais nous utilisons aussi, naturellement, nous utilisons le GPS sur nos tracteurs. C'est évident, c'est super, parce que bon, ça nous facilite le travail. Sur notre répandeur à engrais, nous avons programmé, après des analyses de terre, nous avons programmé dans les parcelles, les endroits qui sont plus favorables et moins favorables. Et donc, l'ordinateur ferme l'épandeur à engrais quand ce n'est pas nécessaire, etc. Mais ça, ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. Il faut qu'on arrive à des façons de faire beaucoup plus naturelles et beaucoup plus... Et on n'a rien contre les jardiniers ou les gens qui ont cultivé maraîcher. J'ai coaché un jeune pendant quelques années. Il avait commencé à 1 hectare, maintenant il est 2. On lui a donné le terrain de foot du village. Et sur ce terrain de foot, maintenant, il met des serres. Donc, il va avoir 2 hectares. Et il fait bien en bio, totalement, etc. Et on n'est pas des ennemis. Je lui ai prêté du matériel, etc. Et maintenant, il est autonome. Mais de jouer les uns contre les autres, ça ne va rien donner. Parce que je sais ce que c'est. Dès que je brusque mes copains, c'est fini. Ils m'en vont chier. Tu es rêveur, tu es taré, etc. Donc, il faut y aller doucement avec eux. Et je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui est ici. Il y a un paysan là-dedans? Aucun. Donc, il y a un problème. Toute l'Alsace, il y avait toute une page. C'est qu'il y en a de moins en moins. C'est bien ça le problème. Arrête ton truc. C'est bien ça le problème. En même temps, moi, je ne méconnais pas. Moi, je connais l'Alsace. Il y a des paysans. Je ne méconnais pas le fait qu'il y ait, par exemple, des agriculteurs qui étaient pris dans le système et qui essayent de réduire, passer à être des pratiques plus écologiques, etc. Bon, tout ça existe, sauf que c'est pas, ça ne fait pas encore système et ça n'a pas modifié réellement les autres agriculteurs qui, eux, continuent dans la course. Alors, moi, je veux bien que vous critiquiez, je ne sais pas quoi, le scientifique qui pleurniche ou critique, mais il ne faut pas non plus tomber dans un optimisme
un peu béat, où tout se passerait bien et tout se transformerait comme il faut, peu à peu, sans difficulté, etc. Les paysans ou les agriculteurs qui font faillite ou qui se suicident depuis des années et des années, un ou tous les jours ou tous les 2 jours, c'est pas les intellectuels ou les scientifiques qui les ont inventés. Ils ont été fabriqués par un système qui pousse les uns et les autres à se moderniser constamment et qui ne leur reconnaît pas véritablement un bon revenu, de bonnes conditions, les place constamment dans la dépendance, dans l'incertitude, face au marché, face au prix, etc. Il ne faut quand même pas perdre aussi tous ces aspects qui sont ceux de la réalité, d'ailleurs, qui nous a été évoqué dans le spectacle de manière plus, je dirais, enfin, prenante, poignante, voilà. Mais tout ça existe bel et bien. Donc, et la disparition, je veux dire, quand il y a un certain nombre d'agriculteurs qui font la conversion bio, par exemple, qui est un chemin très difficile qui prend, effectivement, il y en a de plus en plus, mais ça n'empêche pas que l'agriculture productiviste continue d'être quand même le modèle dominant et qu'elle continue à faire disparaître tous les ans une partie des agriculteurs quand même, alors que nous avons besoin d'exactement l'inverse. Et que si on appliquait le modèle d'agriculture paysanne, si l'on lui donnait vraiment ses chances, on pourrait avoir bien plus, on pourrait peut-être inverser les chiffres et l'évolution. Vous savez bien que les disparitions actuellement, c'est surtout des gens qui vont à la retraite, hein? Surtout, hein? Et qui n'ont pas de successeur. Il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Et donc, ils ne vont pas être remplacés loin de là. Hein, loin de là. Moi, j'ai repris mon exploitation. Il y avait mes copains qui sont partis à l'usine. Hein. Je n'ai pas réussi à les convaincre de rester. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et bon, à l'époque, c'était favorable. Hein. C'était favorable. C'était parce que les usines demandaient, l'industrialisation était plein tube. Mais dans le village à côté, il y a un gars de 120 hectares qui est passé totalement bio, avec réussite. Julien Béter, Asperleau, si vous connaissez. Est-ce qu'il y a encore peut-être une autre question, réaction suite à cette intervention? Je pense qu'on va prendre peut-être la dernière question. Je vois que certaines personnes ont besoin peut-être d'y aller, donc on finira par là, comme ça on clôturera. Je vous laisserai la parole aussi une dernière fois. Enlever le masque quand même. Ouais, je vous écoute un petit peu depuis quelques temps là. Moi, je représente un jardin également, mais c'est un jardin en ville, un petit jardin urbain en fait, hein, qui pratique du jardinage avec des personnes en situation de pauvreté. Voilà, qui s'appelle le Jardin de la Garance, hein, qui existe depuis à peu près 4 ans. Et donc, enfin voilà, moi j'ai bien aimé finalement l'intervention de monsieur, qui se dit voilà paysan, monsieur avec la queue de cheval. J'ai bien aimé son intervention. Je pense qu'en fait quelque part on est dans un temps, dans un monde en transition, et je pense qu'on est aussi avec des personnes qui ont des attentes. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser non plus le monde paysan ou les agriculteurs. Je pense que la façon de voir l'agriculture, elle est multiple. Alors, il y a certes les gros industriels, il y a les lobbies, etc., mais il n'y a pas que ça. Je pense que aujourd'hui, l'agriculture, peut-être qu'il faut la voir au niveau d'un territoire, et que c'est peut-être qu'il faut le penser au niveau d'un territoire. Alors je sais que Mulhouse par exemple est aujourd'hui, ça se dit, a mis en place un projet alimentaire territorial. Et là, on a des politiques locaux qui effectivement ont envie de réfléchir autant sur le volet social que sur le volet environnemental. Et je pense que c'est quand même intéressant. Il y a des rencontres qui se font.
Il y en a eu il y a 8 jours, où justement on a parlé de la situation de la pauvreté. Alors, à Mulhouse, hein, c'est 1/3 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, comment on inclut ce public, comment on fait en sorte que l'accès à une alimentation saine lui soit possible, en fait, hein. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Comment on fait également pour que ce public-là, on puisse les mobiliser, on puisse discuter avec eux, qu'on puisse penser des projets avec eux. Alors, il y a des choses qui se font, hein, de façon absolument alternative, mais il y a des choses qui se font effectivement dans ce sens-là, en fait, hein. Et je sais qu'il y a des villes, alors le mot transition, c'est peut-être un grand mot, etc. Mais il y a des villes, on parle, hein, parce que c'est un mot à la mode, hein, ville en transition. Il y a des villes qui sont en transition, qui cherchent une autonomie alimentaire, etc. Je pense qu'il y a des modèles comme ça, sans doute, à suivre. Et je pense qu'effectivement, penser à l'accès à l'alimentation saine, en commençant par celle qui est l'accès aux plus pauvres, je pense qu'effectivement, ça serait déjà un bon commencement, et penser territoire. Je m'arrête là. Hein, voilà. Merci. Est-ce que vous vouliez peut-être réagir pour finir aussi par rapport à cette dernière intervention, ou même des choses que vous auriez voulu encore dire à la fin de cette table ronde? C'est une discussion qu'on pourra avoir pendant des jours, des années, parce que on est dans le vivant. On est dans le vivant, et il n'y a pas de personnes qui ont plus raison que d'autres, et c'est sûr que c'est très très important, même si on n'est que 20, effectivement, on n'est que 20, mais on est 20 à discuter de ça, et il faut continuer. Je veux bien juste répondre sur le... évidemment qu'on peut créer des plans d'alimentation territoriale pour venir en aide aux, vous avez dit, 1/3, hein, des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le problème, moi, que je me pose, c'est comment une société fabrique-t-elle 1/3 de sa population localement, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et comment elle le fabrique et comment elle le tolère au bout du compte. Parce que ça fait des décennies maintenant que ça dure, cette affaire. Premier point. Comment on tolère qu'il y ait 1/3 des agriculteurs qui tirent de leur activité agricole, ce sont les chiffres de la mutualité sociale agricole d'il y a 2-3 ans, de leur activité entre 350 et 450 euros par mois. D'accord ? Comment on tolère que les agriculteurs qui partent à la retraite se retrouvent avec des retraites, excusez-moi, la plupart du temps, de misère, hein ? En dessous de 800, 900, après avoir travaillé des décennies dans le labeur qu'on sait et la dureté du travail. Comment notre société tolère ça? C'est-à-dire, comment là, je vais renforcer le clou, l'acte individuel n'est pas suffisant. C'est pas possible. Il faut des actes collectifs qui montrent, empêchent et transforment ces situations tout à fait intolérables, inhumaines, dégradantes, et sur lesquelles on va dire « Ah ben on fait un grand plan d'inclusion ». Nouveau mot, inclusion. Parce qu'avant, on les a exclus, alors maintenant, on les inclut. Mais c'est la perversion du langage qui est là en jeu, comme vous parliez tout à l'heure, sur la violence, et on vous raconte qu'on est dans une société bienveillante, mais en fait, il y a de la violence partout. Et cette violence-là dont vous voulez parler, elle ne sera pas, on n'y remédiera pas avec des petits plans alibis, qui compte parce que ça sert d'alibi en réalité. Ça sauve quelques-uns pendant que les autres continuent de fabriquer les futurs exclus qu'il faudra ensuite inclure, et on dira « Ah ben c'est bien, on est dans l'inclusion ». Moi,
tout ça m'exaspère, comme vous pouvez le sentir, et me révolte. Voilà, et je trouve ça écœurant, et je ne suis pas pour des comment dire, des choix voilà, un peu où on va s'accommoder, on va accepter les miettes qu'on veut bien nous donner, que nos gouvernants ne veuillent bien nous donner, ou nos politiques locaux veulent bien nous donner, pour aider les plus humbles et continuer finalement la même structure sociale inégalitaire, alors qu'on pourrait tout à fait faire autrement. Le problème, c'est que la population consent. C'est bien ce que je viens de dire. C'est que la question, c'est que la population consent à des choses tout à fait intolérables. La question n'est pas simple. Pour l'instant, la question du parti ou d'une forme de parti. Moi, je parle que nous acceptons collectivement des choses intolérables. Et nous les acceptons aussi individuellement, de fait, mais aussi collectivement des choses qui sont des situations tout à fait intolérables et dont il faudrait se saisir au-delà de nos choix de vie. Voilà, c'est quand même... ça fait partie justement de ce qu'est un choix collectif, en fait. Et du coup, il y a une chose que je pense qu'on partage tous, c'est cette colère. On la met dans différents endroits. Je pense que vous l'avez mis dans cette mise en scène, mais c'est partagé. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, il n'y a pas tout le texte dans le spectacle. C'est une adaptation de Julien Gosselin. Donc, si vous pouvez prolonger le spectacle en lisant L'homme incertain, enfin, vous verrez, il y a vraiment des pages saisissantes, notamment sur la mère qui avait des rêves de châtelaine pour son fils. Enfin, c'est très très intéressant, le rapport au père qui était alcoolique. Enfin, vraiment, c'est un très bon texte. Et les romans suivants de Stéphanie Chailloux aussi sont très très forts. Je vous conseille notamment un roman, peut-être mon préféré, qui s'appelle Le bruit du monde. Qui parle de Marilène, qui naît dans une famille pauvre du centre de la France, et on la voit grandir comme ça. Il y a ces paysages de campagne très beaux, etc. Et il y a l'écriture de Chailloux qui est tout en sensations, etc. Et puis elle va se hisser petit à petit dans la société. Elle va faire des études, etc. Et puis elle va devenir elle va foncer, elle va devenir professeure, et puis à un moment donné dans sa vie, il y a un truc qui va dérailler, parce qu'elle se sera conformée, elle aura voulu essayer de s'en sortir, et puis il y a un déraillement, et c'est un magnifique roman, je vous conseille sa lecture. Le bruit du monde. Bon, bah, ça m'amène à la conclusion. Du coup, en effet, bah, c'était aussi la force de ce texte de Stéphanie Chailloux, et puis je pense de son écriture en général, de donner aussi la voix à peut-être des personnes qui sont habituellement invisibilisées, dont on ne parle pas, et peut-être pas très souvent d'ailleurs au théâtre aussi. Et donc c'était aussi vraiment cette force-là. Et bah, d'ailleurs, si vous voulez continuer les lectures, donc aussi bien des textes de Stéphanie Chailloux, mais aussi sur les ouvrages qui ont été écrits par Pierre Bitoun, vous renseignez plus généralement sur la question du monde paysan, de cette question de l'agriculture. On a un partenariat avec la librairie 45 degrés Nord. Vous retrouverez tous les ouvrages à la sortie. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis, en tout cas, j'ai plus qu'à remercier aussi nos trois intervenants. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, ces échanges. Merci aussi à vos interventions chez les spectateurs publics. Et vous dire que ce cycle Société en chantier va se poursuivre aussi avec l'acte 2 de la scène nationale. Donc, à partir de janvier à juin, on a cette deuxième partie de saison qui commence, et on vous présentera au fur et à mesure aussi, en fonction des spectacles sélectionnés, d'autres temps d'échange comme celui-ci. Voilà. Donc, très bonne soirée à vous encore.